Le mot crise est omniprésent dans les écrits des acteurs confrontés aux mutations du catholicisme des années 1960 et 1970. Il demeure central dans la lecture des historiens, malgré une indétermination épistémologique qui peut fragiliser l'analyse ou lui conférer une dimension idéologique. Si la crise, comprise comme une dérégulation du système catholique sous les coups de boutoir de la sécularisation du Concile Vatican II et des événements de l'année 1968, revêt de multiples aspects, elle atteint en premier lieu le clergé. Elle présente des traits proches dans beaucoup de pays occidentaux et est justiciable d'une approche en termes d'histoire transnationale. Mais elle se décline aussi selon des modalités nationales qui invitent à des approches attentives aux différenciations spatiales et chronologiques. J'ai donc choisi d'évoquer deux aspects. D'abord, la crise européenne des identités sacerdotales, puis le précédent français des assemblées évêques-prêtres de 1969, dont le développement, vous le verrez, est bien plus limité que ce que l'Espagne réalisera 2 ans plus tard avec l'Assemblea Conjunta. Premier point, donc, les identités sacerdotales européennes en crise. Le malaise du clergé catholique ne surgit pas brusquement de mai 1968, qui fait figure de catalyseur puissant plus que d'événement fondateur. Les évêques ne manquent pas de s'interroger sur ce phénomène, notamment en France, où se conjuguent les souvenirs du décrochage provoqué par la séparation des églises et de l'État, la précocité du processus, les doutes sur la spiritualité du prêtre diocésain entre action et contemplation, paroisse et action catholique, la quête de ministères inédits, les recherches sociologiques et psychanalytiques. Mais le cadre sacerdotal post-tridentin reste largement inentamé et le pape Jean XXIII en réaffirme la valeur en 1959. Si les départs sont limités, les difficultés et les aspirations réformistes s'expriment à l'occasion des enquêtes des évêques sur les attentes face à Vatican II. Les débats romains contribuent à porter le statut du prêtre devant l'opinion, mais ils ne donnent pas totale satisfaction aux intéressés qui ont pu avoir le sentiment d'être les oubliés du Concile. Les prêtres, on le sait, font l'objet de 2 décrets sur leur ministère et leur vie, Presbyterorum Ordinis, et sur leur formation, Optatam Totius. Mais leur élaboration est tardive et le premier ne tranche pas complètement entre 2 conceptions, celle du sacerdoce mission, qui insiste sur l'annonce de la parole de Dieu, et celle du sacerdoce sacrement, qui privilégie la dimension ontologique et valorise le service de l'autel associé à un état de vie. L'hésitation n'est pas sans conséquence à l'heure où le Concile réévalue la dignité des laïcs et promeut une nouvelle théologie de l'épiscopat, plénitude du sacrement de l'ordre. Il en résulte un renversement de perspective qui situe le sacerdoce du prêtre par rapport à celui de l'évêque, comme le note le futur cardinal Garonne. Le prêtre est ainsi tiré théologiquement de cette solitude dans laquelle jusqu'ici nos habitudes d'esprit le plaçaient. Je suis convaincu pour mon compte que l'arracher à cette solitude théologique, c'est poser la première pierre de la reconstruction de son être. Une démarche de ce type exigeait du temps, un temps qui a manqué aux acteurs, mal préparés à affronter le changement, déstabilisés par le mouvement des idées et de la société, et les débats autour de l'interprétation et de l'application des textes conciliaires. Certains sont tentés par l'immobilisme, d'autres par le rejet du passé
l'émancipation de l'autorité et la revendication d'un droit à l'expérience auquel Vatican II procure un horizon de légitimation précaire. Le problème du Concile est actuellement le problème du clergé, note dès 1965 le rapporteur du Conseil du monde intellectuel du diocèse de Paris, en évoquant la perte de reconnaissance sociale, l'impatience des jeunes, désireux d'échapper au milieu des pratiquants pour se donner à la mission, et la confusion entre immuable et absolu, changeant et relatif. Et l'épiscopat français ne cache pas en 1966 les difficultés doctrinales des prêtres et les implications théologiques non maîtrisées des prises de position spontanées liées au foisonnement des initiatives apostoliques dans sa réponse au questionnaire du cardinal Ottaviani sur les abus grandissants et les opinions étranges et audacieuses. De son côté, la conférence épiscopale espagnole, répondant au cardinal Ottaviani, confrontée elle aussi aux hardiesses de la base, exprime le désir qu'un document pontifical vienne stimuler le sentiment d'attachement des prêtres aux orientations doctrinales de leurs évêques dans un esprit d'adhésion à la hiérarchie que le Christ a donnée à son Église. Il est certain que le pape Paul VI partage ces inquiétudes sans remettre en cause les acquis de Vatican II. Il réagit en juin 1967 à propos du célibat qu'il avait exclu du programme conciliaire. Par l'encyclique Sacerdotalis Celibatus, il réaffirme la validité de la discipline de l'Église latine, pierre d'angle du sacerdoce, signe du royaume à venir, et déplore les douloureuses désertions, même s'il accepte depuis 1964 d'accorder plus facilement la dispense du célibat dans les dossiers de réduction à l'état laïque. Ignorée ou combattue, la parole magistérielle ne tranche pas le débat sur la signification du célibat obligatoire pour un ministère en mutation. À l'automne 1967, la revue Esprit donne la parole à Ivan Illich, qui dirige le centre de Cuernavaca à ce moment-là. Il déconstruit le système clérical et propose des ministères issus des communautés elles-mêmes. Au printemps 1968, alors que le dominicain Cardonnel prêche un carême révolutionnaire à Paris, le psychanalyste Marc Oraison invite à déclergifier le sacerdoce et l'annonce du Christ Sauveur en brisant la caste sacerdotale liée au passé. Les événements de mai 68 jouent dès lors un rôle d'accélérateur. Les catholiques y ont une place modeste, malgré la création à Paris d'un comité d'action pour la révolution dans l'Église et l'organisation de démarches transgressives comme l'intercommunion de Pentecôte. Mais très vite, des groupes de prêtres contestataires voient le jour en Europe, dans un climat tendu par la publication du Credo de Paul VI, réaffirmation du dogme en sa formulation traditionnelle, et de l'encyclique Humanae Vitae sur la régulation des naissances, dont la réception critique fragilise le magistère. Les Français ouvrent la voie avec le groupe Échange et Dialogue, qui se fait connaître le 3 novembre 1968. Les Néerlandais de Septuagint les suivent en décembre pour soutenir un aumônier jésuite des étudiants d'Amsterdam décidé à se marier et à continuer son ministère. Puis viennent les Allemands, les Autrichiens, les Belges, les Suisses, les prêtres critiques de Galice et de Catalogne, les Anglais et les Italiens, dernier venu avec Sette Novembre, créé en 1972. Les écarts entre ces groupes, qui ne rassemblent que quelques centaines d'adhérents, mais pèsent lourdement sur le climat ecclésial, ne sont pas négligeables. Les représentants des pays latins sont plus attentifs aux enjeux politiques et sociaux et optent pour des positions plus radicales à la suite des Français d'Échange et Dialogue. Ceux-ci revendiquent la réinsertion du prêtre dans l'humanité commune par le travail, l'engagement syndical et politique et le mariage, en insistant sur le travail
vu comme un moyen de réalisation personnelle par l'indépendance économique et non pas comme une action missionnaire dans la ligne des prêtres ouvriers dont la curie romaine a autorisé la reprise de l'expérience en 1965. Dans un pays à la pointe de l'innovation pastorale, les Néerlandais, capables de mobiliser largement, s'engagent d'abord sur la question du célibat, avant de diversifier leurs requêtes. Mais à la différence des Français, ils restent en contact avec l'épiscopat dans le contexte du Concile national qui se prononce en janvier 1970 pour le mariage des prêtres et l'ordination d'hommes mariés. Il en est de même à un moindre degré en Belgique et en Allemagne, où l'enjeu du célibat compte plus que celui du travail en raison du mode de financement de l'Église. C'est la question qui polarise les opinions publiques. Elles sont frappées par des gestes spectaculaires, comme la bénédiction en juin 1970 de 2 couples de prêtres qui célèbrent ensuite l'Eucharistie dans la communauté de base du Vandalino à Turin, dont l'animateur, Vittorino Merinas, a participé 1 an plus tôt à la rencontre européenne des prêtres contestataires, rebaptisés prêtres solidaires. Les différences de positionnement entre les groupes n'empêchent pas une convergence stratégique face aux épiscopats nationaux et à la curie romaine. Une assemblée européenne des prêtres est convoquée à Coire en juillet 1969 à l'occasion du symposium des évêques européens consacré au problème du clergé. Dans une atmosphère agitée, sous le regard des médias, une centaine de délégués élaborent des motions, interpellent leur frère Paul VI et expriment leur solidarité avec le peuple basque, dont Helder Camara et la paroisse de l'Isolotto à Florence, en conflit avec l'archevêque. Mais ils se heurtent au refus des évêques d'engager le dialogue. Le cardinal Sunens, archevêque de Malines, se fait néanmoins l'écho de leur thèse dans son discours de clôture. Il donne lecture d'une lettre du théologien Hans Küng et invite l'Église à approfondir la question du célibat et l'ordination d'hommes mariés sans céder à l'agitation ni remettre en cause la fidélité impérative à l'engagement pris lors de l'ordination. 5 mois plus tard, les prêtres solidaires se retrouvent à Rome en marge du synode des évêques pour débattre du thème « Libérer l'Église pour libérer le monde ». Les clivages sont marqués entre la motion française, centrée sur les compromissions de l'Église, et la motion germano-néerlandaise, plus attentive aux voies du renouveau. Un compromis est trouvé autour du rejet de la caste sacrée et de l'élection des responsables ecclésiaux. Les clivages restent présents lors de la rencontre d'Amsterdam, qui prend la forme, en septembre 1970, d'un congrès mondial des groupes solidaires et favorise l'affirmation de la critique sociale et politique sous l'effet des prises de position des délégués latino-américains porteurs de la théologie de la libération naissante. Le repli vers l'horizon européen n'en est pas moins rapide dans la perspective du synode des évêques de l'automne 1971. Les hiérarchies nationales et le centre romain ne manquent pas de réagir aux défis des contestataires et aux revendications des clercs extérieurs aux groupes structurés et souvent moins radicaux. Des enquêtes de valeur inégale sont lancées pour évaluer l'état des esprits et libérer la parole des intéressés sans renoncer à la canaliser dans l'institution. Les évêques français ouvrent la voie, début 1969. Ils sont suivis à la fin de l'année par les Italiens, puis les Espagnols, en 1971 par les Suisses. Des rencontres nationales entre les évêques et les délégués des diocèses sont organisées dans plusieurs pays, en France, en Espagne. Dans d'autres pays, les élus du clergé se réunissent seuls et adoptent des résolutions qu'ils transmettent à l'épiscopat, à l'exemple de la Conférence nationale des prêtres d'Angleterre et du pays de Galles. L'annonce, fin 1970, de l'inscription du ministère des prêtres au programme du synode amplifie les débats. Paul VI a pris la décision lui-même.
en tirant la leçon de son isolement dans la crise déclenchée par Humanité Vitae. Il attend de l'Assemblée une parole ferme sur le célibat, au terme d'une année marquée par les prises de position sur le vote du synode néerlandais et les critiques réitérées du cardinal Sunens sur le gouvernement romain. La focalisation sur cette question risque néanmoins d'oblitérer l'enjeu de redéfinition du rôle du prêtre dans le cadre de l'ecclésiologie conciliaire. La préparation du synode est marquée par de fortes tensions. Le document de travail officiel, rédigé par les pères Le Guillou et Médina, adopte un profil conservateur, éloigné de la tonalité du rapport de la Commission internationale de théologie. En avril 1971, les évêques européens favorisent la réunion à Genève des délégués des conseils presbytéraux. Les débats et les votes révèlent des majorités réformistes supérieures aux 2/3 sur de nombreuses questions générales. Engagement contre les injustices au nom de l'Évangile, modification des structures ecclésiales, droit à l'initiative, diversité des ministères dans une Église servante et pauvre, co-responsabilité des prêtres et des évêques, dimension charismatique du célibat et de l'engagement définitif dans cet état de vie, mais aussi appel à des hommes mariés et évolution de la discipline. Il n'en est pas toujours de même au cours des rencontres nationales. Lors de l'Assemblée évêques-prêtres espagnole, vous le savez, la majorité des 2/3 n'est pas atteinte sur 2 points sensibles, un plus politique, les responsabilités dans la guerre civile, l'autre, plus spécifiquement religieux, l'ordination d'hommes mariés. Avec la même norme des 2/3, les élus gallois et anglais et gallois écartent l'ordination d'hommes mariés et plus nettement la révocation de la loi du célibat, mais aussi son maintien en l'état. Il n'est donc pas surprenant que le synode des évêques, réuni en de septembre à novembre 1971, se déroule dans un climat tendu sous la pression de la base et des médias plus attentifs au thème du ministère sacerdotal qu'à celui de la justice dans le monde. Les débats sont introduits par 2 rapports. Le premier, doctrinal, est confié au cardinal Höffner, très prudent. Le second, consacré aux aspects pratiques, manifeste plus d'ouverture sous la plume du cardinal Tarancon. Très vite, la discussion se réduit à la question de l'ordination d'hommes mariés au nom de l'urgence pastorale, tant il semble évident que le pape exclut tout changement général de la discipline de l'Église latine. Mais après la révision du rapport Höffner, qui débouche sur une formulation encore plus rigide, la confusion s'installe dans l'Assemblée, paralysée par la peur, selon un évêque français. Elle renonce finalement à publier le document qui retient 2 hypothèses. L'ordination d'hommes, refuser l'ordination d'hommes mariés, une légère majorité, ou l'accepter à titre exceptionnel sur autorisation du pape. Elle s'en remet au choix de Paul VI. Paul VI ordonne la publication du rapport en l'accompagnant d'un commentaire qui insiste sur la valeur du célibat et semble réduire la réponse aux problèmes concrets des prêtres à la réaffirmation de principes. La déception est donc grande, y compris dans une partie des épiscopats dont les relations avec Rome se tendent. C'est le cas en France, mais aussi en Espagne, à la suite des attaques de la congrégation du clergé contre la teneur doctrinale des documents de l'Assemblea Conjunta, même s'il s'agit d'abord d'un épisode des luttes internes à l'Église d'Espagne. Le synode peut apparaître comme un tournant dans la crise du clergé. Les départs de prêtres s'accélèrent. Ils constituent désormais un fait social qu'il est difficile de chiffrer précisément compte tenu de la diversité des situations qui ne donnent pas toujours lieu à une demande de réduction à l'état laïque. Ces abandons ont des répercussions sur les groupes solidaires qui perdent une partie de leurs militants et se radicalisent en se liant aux organisations de laïcs elles-mêmes en voie de radicalisation. En 1973, Septuagint s'oriente vers le soutien aux communautés critiques. La même année, les Français d'Échange et Dialogue
joue un grand rôle dans la convocation d'une assemblée internationale des chrétiens critiques qui s'affrontent sur le réformisme et la révolution, le maintien dans l'institution ecclésiale ou son rejet, et les modalités du combat dans le tiers-monde. Il tire la leçon de l'échec un an plus tard en décidant la dissolution du mouvement au profit d'engagements politiques individuels. Au même moment disparaît l'organisation Rinnovamento Conciliare qui a succédé en 1974 à Sette Novembre, minée par les divergences stratégiques et politiques. Le départ des contestataires et l'épuisement des groupes radicaux facilitent la gestion de la crise par les évêques, qui doivent aussi tenir compte des groupes conservateurs, les laïcs du mouvement des silencieux de l'Église en France ou les prêtres de la Hermandad Sacerdotale en Espagne, et plus généralement du courant intégriste de Monseigneur Lefebvre, qui fonde en 1970 le séminaire d'Écône. Alors que la courbe des vocations continue de plonger et que les problèmes de fond demeurent, les évêques s'efforcent de reprendre la main sous le regard vigilant de Rome, dans une dialectique complexe de sauvegarde de l'autorité et de compromis négociés, dont la France donne un exemple révélateur avec les assemblées évêques-prêtres réunies en 1969 en réponse au malaise des clercs et aux initiatives critiques. Je passe donc à la deuxième partie consacrée à ce précédent français de 1969. Les évêques français sont tous acquis aux réformes conciliaires avec des nuances. Mais il n'y a pas un clivage très fort à l'intérieur de l'épiscopat français. Ils réagissent vite aux événements de mai 68 et à la fermentation qui en résulte au sein du clergé. Dès le 20 juin, le Conseil permanent de l'épiscopat se fait l'écho des thèses sur la déclergification et invite la commission épiscopale du clergé à discerner dans l'organisation présente du sacerdoce presbytéral ce qui paraît anachronique et caduc et les valeurs essentielles qu'on ne saurait sacrifier à aucun prix. Il confie une réflexion préparatoire au Conseil national du clergé créé en 1965. Mais ses membres, choisis par les évêques, ne parviennent pas à s'accorder sur un texte. Dans le même temps, la base se mobilise. Je prends l'exemple du diocèse de Lyon. 3 forums sont organisés à l'initiative des jeunes prêtres qui se situent dans l'optique de la prise de parole définie par le jésuite Michel de Certeau comme l'une des dimensions majeures de mai 68. Je vais passer, pour accélérer un petit peu sur ce paragraphe, et donc je passe à ce qui va devenir finalement le face-à-face des évêques et du groupe contestataire Échange et Dialogue. L'assemblée plénière de l'épiscopat, réunie en novembre, ne peut pas se désintéresser des interpellations du clergé. La publication, dès le 2e jour, ce n'est pas un hasard, de la circulaire inaugurale d'Échange et Dialogue, relayée par les médias, convainc les évêques d'inscrire la question au programme de leur prochaine assemblée. 3 semaines plus tard, le Conseil national du clergé les invite à rendre possible la confrontation ouverte de tout ce qui peut et doit contribuer à la croissance continue de l'Église. L'heure est plutôt au face-à-face. Les contestataires collectent des adhésions. Le 13 novembre, le secrétariat général de l'épiscopat dénonce une initiative unilatérale qui isole le clergé. Le 12 décembre, le Conseil permanent attaque le projet de rencontre du groupe et rappelle des points essentiels pour guider la réflexion sur le prêtre qui reçoit le sacerdoce du Christ et l'exerce en dépendance de l'évêque en renonçant à la puissance, à l'argent et au mariage. Il crée un groupe de travail. Le 8 janvier 1969, il décide une consultation générale du clergé en prenant de vitesse l'Assemblée d'Échange et Dialogue qui est convoquée le 11. Une mission de réflexion est confiée à l'évêque auxiliaire de Cambrai, Motte, spécialiste de sociologie religieuse.
il écarte l'hypothèse d'une enquête scientifique, trop coûteuse et surtout trop longue à exploiter, alors qu'il s'agit de susciter un choc psychologique pour assainir le climat et créer une ambiance favorable à des décisions. Il s'oriente vers des enquêtes librement organisées par les diocèses, mais demande une grille de dépouillement commune en vue de leur exploitation nationale. Sans nier l'équivoque de la démarche, est-il honnête de consulter les prêtres et, sans pouvoir dégager valablement le contenu de ces consultations, de donner l'impression que les thèmes de l'Assemblée ont été suggérés par elle? Monseigneur Motte est conscient que la réussite de l'opération suppose que les prêtres jouent loyalement le jeu de la conférence épiscopale. Il suggère de réunir les rapporteurs diocésains en insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une assemblée parallèle à celle des évêques, puis d'associer une délégation de prêtres à cette dernière, scindée en 2 sessions, la première en mai orientée vers l'étude doctrinale, la seconde en novembre dédiée aux aspects pratiques. Le 6 février, le groupe de travail valide ce schéma et élargit l'enquête aux séminaristes, aux religieux et aux laïcs. Le même jour, le Conseil permanent confirme la démarche, mais pose aussi des limites à la discussion en rappelant les devoirs des évêques, la règle du célibat et le refus de confier des tâches sacerdotales aux anciens prêtres déliés de leur engagement en ce domaine. Ces annonces entretiennent l'agitation. Les débats sont très vifs sur la rencontre d'échanges et dialogues qui lance l'assaut contre l'autorité et se déclare en état de mobilisation tant que le clerc n'est pas mort. Les groupes locaux condamnent une consultation préorientée qui exclut les prêtres relevés de leurs fonctions pastorales et vise au mieux un aménagement du système clérical. Mais le scepticisme s'étend au-delà de leur rang. Le désir dominant n'est pas de répondre à des questions. Des prêtres découvrent qu'il est possible, sans tomber sous un interdit, de communiquer la lecture qu'ils font de leur propre expérience. Ils estiment qu'une consultation n'a de sens que si les évêques acceptent de remettre en cause des points essentiels, constate l'abbé Toula, responsable du secrétariat pour l'apostolat des laïcs. Et les divisions se creusent. Là encore, j'avais pris l'exemple du diocèse de Lyon. Je vais le laisser de côté pour le moment. Je passe donc à cette date du 14 mars 1969 qui marque un véritable tournant. C'est dans ce contexte donc que se produit la réunion des 101 prêtres désignés par les diocèses, les services nationaux, les religieux, pour appliquer aux diverses enquêtes la grille de lecture conçue par Monseigneur Motte et élaborer la synthèse nationale. L'objectif est technique, mais la rencontre tourne à l'affrontement. Les délégués s'interrogent sur leur rôle. Est-ce qu'ils sont une courroie de transmission? Est-ce qu'ils sont des porte-parole de la base? Ils critiquent la méthode. Ils demandent une participation effective des prêtres à l'assemblée plénière. Les plus extrêmes se voient comme des otages. Les évêques, d'abord déstabilisés, parviennent à rétablir le dialogue. La majorité des participants acceptent alors de poursuivre le travail et de désigner des rapporteurs régionaux dans un esprit de co-responsabilité, même si les enjeux restent imprécis. Un seuil est franchi et les évêques alertent leurs confrères sur la nécessité de promouvoir une démarche commune. Nous sommes persuadés que la manière de conduire notre recherche avec les prêtres, autant que son contenu, sera d'un grand poids pour sa réussite. L'épiscopat opère donc un déplacement décisif en optant pour la tenue de 2 assemblées évêques-prêtres avant les assemblées plénières de l'épiscopat, tout en essayant de prévenir la confusion et la lutte de blocs antagonistes. Évêques et prêtres sont ensemble au service d'une même mission, mais à des places différentes. Il s'agit que les deux jouent bien leur rôle afin de dégager les points névralgiques et les orientations significatives par une confrontation des réflexions, des recherches et des réalisations. Le 14 avril, la décision est annoncée aux rapporteurs des régions apostoliques
convoqués pour préparer le travail des délégués des diocèses, chargés, du 30 avril au 3 mai, de rédiger la synthèse des enquêtes auprès du clergé et de fixer les axes de réflexion de la première assemblée évêques-prêtres. Alors, je vais là aussi laisser le paragraphe consacré à ces enquêtes, fort peu scientifiques, qui donnent une atmosphère, pour dérouler le récit de l'Assemblée et donc arriver à la première Assemblée évêques-prêtres du 26-27 mai 1969, qu'on peut qualifier, on y reviendra, d'opération de réformisme centriste. Les enquêtes, les rapports doctrinaux préparés par les évêques alimentent donc le dossier remis aux membres de cette assemblée réunie à Issy-les-Moulineaux. Ils sont 232 évêques, prêtres délégués des diocèses, un par diocèse, de la mission de France et des instances de la conférence épiscopale, supérieurs majeurs et religieux délégués. La séance inaugurale est perturbée par les manifestants du Comité d'action pour la révolution dans l'Église qui dénoncent la collusion Église-État-Capitale. L'incident contribue en fait à rapprocher les membres de l'Assemblée qui travaillent dans le cadre de carrefours animés par un évêque et un prêtre. Les votes, qui portent souvent sur des principes très généraux, sont acquis à plus de 90%. L'essentiel est ailleurs, dans la liberté d'expression et la capacité d'écoute, malgré l'inévitable ambiguïté d'une assemblée qui n'a aucun pouvoir de décision, mais qui constitue une expérience honnête et limitée de co-responsabilité. Elle permet aux évêques de ne pas perdre l'initiative en favorisant une opération de réformisme centriste, selon la formule du théologien Henri Denis, délégué du diocèse de Lyon, grâce à l'acceptation d'une partie notable du clergé et à la marginalisation d'échanges et dialogues, marginalisation d'autant plus aisée que le groupe opte pour une stratégie de rupture. Une étape est néanmoins franchie dans une évolution irréversible des modes d'exercice de l'autorité, comme le souligne le président de la commission épiscopale du clergé, Monseigneur Guyot. Le travail se poursuit ensuite sous la direction d'une équipe de continuité qui est chargée de préparer l'Assemblée de novembre. Elle retient 4 sujets en invitant les conseils presbytéraux, les régions apostoliques et les mouvements de laïcs à réagir. Les unités pastorales de base, autorité et co-responsabilité, la vie matérielle et le célibat. Les 3 premiers font l'objet de rapports, le dernier d'un dossier d'études. La nuance est importante. Chacun est préparé par un évêque et un prêtre en tenant compte des avis des experts et de la base, puis il est discuté et amendé par l'équipe de continuité. En vue donc de la seconde assemblée qui se réunit dès le mois de novembre 1969. Vous voyez, les délais sont extrêmement courts. La deuxième assemblée donc se déroule à Lourdes en novembre avec les mêmes participants qu'en mai et la même méthode de travail en carrefour et assemblée générale. Le débat sur les unités pastorales de base rejoint les priorités missionnaires définies par l'épiscopat en 1960 et 1967. Mais l'Assemblée demande la révision du rapport qu'elle juge trop administratif. Elle souhaite le renversement des perspectives pastorales pour rejoindre les personnes dans leur vie concrète au sein des groupes humains, selon les intuitions de l'Action catholique, faire surgir des communautés dont tous les membres sont responsables de la mission, et pas seulement les prêtres, promouvoir une recherche permanente ouverte aux formes nouvelles d'expression de la vie chrétienne. Les critiques sont plus nuancées à propos du rapport sur l'autorité et la co-responsabilité, qui apparaît pourtant ambigu sur les concepts ou trop serein. L'accord est facilement acquis sur la vie matérielle pour une gestion égalitaire et transparente des biens et des revenus, conforme à l'impératif évangélique de pauvreté, ce qui implique une vraie révolution dans les traitements du clergé notamment. Quant au dossier sur le célibat, il se garde de tracer des résolutions concrètes et s'en tient à des constats
qui suscite les réserves de ceux qui déplorent l'absence de rappel préalable des positions du magistère et de ceux qui y trouvent une apologie du célibat. Au total, les 48 votes dégagent à nouveau des majorités écrasantes et répondent sur de nombreux points aux attentes révélées par l'enquête auprès du clergé. Le dossier du célibat atteint même les scores les plus élevés dans la mesure où l'Assemblée ne se prononce que sur la création d'un groupe d'études. Alors, quel bilan peut-on faire de l'expérience? Les limites de la démarche sont évidentes, d'autant que les décisions relèvent des diocèses ou de la conférence épiscopale. Les acteurs en ont conscience et ils esquissent eux-mêmes une critique de leur expérience, trop dépendante de la mentalité cléricale et des rapports hiérarchiques. Ils craignent aussi que l'Église continue à se construire à partir de ses propres structures au lieu de s'édifier au cœur des réalités humaines. Mais ils admettent l'utilité des assemblées qui ont évité le face-à-face des prêtres et des évêques et l'enfermement des prêtres dans leurs problèmes en amorçant une réflexion commune dans laquelle les observateurs voient un exemple de la manière dont peut être vécue la dialectique autorité et co-responsabilité dans un esprit de communion ecclésiale distincte du modèle démocratique qui influence pourtant les pratiques. Les réalisations immédiates sont limitées et l'équipe de continuité ne trouve pas sa place dans les structures bureaucratiques de la conférence épiscopale. Elle disparaît très vite. À la base, les tensions ne disparaissent pas et la crise du clergé s'aggrave. Il y a 4000 départs de 1971 à 1980, plus de 10% du clergé français. Les assemblées de 1969 rendent pourtant les évolutions inévitables, avec des différences liées aux réalités locales. Et la conférence épiscopale peut tirer argument du dialogue noué dans ce cadre pour rejeter le débat avec les contestataires radicaux, enfermés dans leur refus, et garder l'initiative sous le regard toujours inquiet du pape qui lui reproche des concessions excessives. Pour conclure, les assemblées évêques-prêtres réunies donc à la fin des années 60 ou au début de la décennie suivante constituent, me semble-t-il, des observatoires privilégiés de la crise des identités sacerdotales et des stratégies de la hiérarchie. Leur existence même constitue un événement, alors que des épiscopats débattent sans les prêtres, en Italie, et que d'autres leur permettent de délibérer seuls, en Angleterre. Les écarts tiennent aux modalités de la crise, aux traditions nationales, aux réalités politiques. Liée au choc de mai 68, portée par l'urgence, l'expérience française souffre de son improvisation. Plus tardive, marquée par les combats autour du régime franquiste, l'expérience espagnole donne lieu, me semble-t-il, mais vous me le direz mieux que moi, à une mobilisation beaucoup plus intense. L'une et l'autre n'ont donc pas le même impact sur l'Église et la société, mais l'une et l'autre permettent d'évaluer les déplacements en cours à l'heure de la mise en œuvre du Concile Vatican II et de l'effervescence culturelle et politique transnationale des décennies 1960 et 1970. Je vous remercie.